J'ai passé 2 années merveilleuses au Yémen, de 2006 à 2008. J'ai pu sillonner le pays, des montagnes de Manara aux vallées de la Dramaout, des palais de Seyoun à l'île de Socotra. J'ai découvert une culture, un héritage, des pratiques un petit peu particulières, comme le khat, cette plante euphorisante que les hommes et les femmes mâchent à longueur de journée et qui donne l'impression d'avoir une balle de golf coincée juste derrière la joue. Si je suis parti au Yémen, c'est d'abord pour travailler dans une société qui faisait des services sur téléphone mobile. Il faut bien avoir en tête qu'au Yémen, à cette époque-là, le développement du mobile est largement supérieur au développement de l'électricité ou même de l'eau potable. C'est donc un atout majeur pour la diffusion des services. Notre service phare était un service de chat par SMS. Je ne sais pas si vous pouvez mesurer la rupture sociale de la fourniture d'un service comme celui-ci dans un pays comme le Yémen. Qu'est-ce que ça signifie de pouvoir chatter par SMS? Ça veut dire que, soudainement, les hommes et les femmes vont pouvoir échanger, partager, dans une sphère publique où les hommes et les femmes sont séparés, dans les transports, dans les restaurants, à la mosquée, dans les magasins. Garantir le succès de ce service, c'était une mission géniale. Je me suis littéralement éclaté. Je suis arrivé, j'étais manager d'une équipe de 1. Et j'avais pour mission de développer ce service, c'est-à-dire faire plus de trafic. Augmenter le trafic, ça veut dire augmenter le nombre de fonctionnalités dans le service, installer de nouveaux serveurs, installer de nouvelles machines, générer plus de revenus et donc pouvoir développer d'autres services, recruter plus de personnes. Mon équipe a grandi. Et au bout d'un moment, à force de responsabilité, d'astreinte, je suis arrivé un petit peu au bord d'une rupture, puisque je n'arrivais plus à assumer toutes les responsabilités qui m'avaient été confiées. J'ai donc fait quelques recherches sur Internet pour voir si j'étais tout seul dans ce cas-là, et je suis tombé sur un livre blanc, Scrum et XP depuis les tranchées. Un petit guide écrit par Henrik Nyberg qui nous explique la méthode Scrum et d'autres outils. La méthode Scrum, en gros, c'est simple. Pour partir et créer un produit, on va organiser ça dans un backlog produit, dans lequel on va mettre tout ce qu'on veut faire. Ce backlog produit sera géré par un product owner. Et la vie en Scrum est organisée en itérations, des itérations qui ont une durée fixe et constante, par exemple 2 semaines. Toutes les itérations permettent de livrer un incrément de produit. Cet incrément de produit a été le fruit d'une succession d'événements qui sont toujours les mêmes dans une itération. On va d'abord planifier l'itération, product owner et équipe de réalisateurs, c'est-à-dire ceux qui ont la compétence technique. Tous les jours, ces gens s'organisent dans un daily meeting, une réunion de synchronisation quotidienne. À chaque fin d'itération, on démontre ce qui a été produit lors d'une revue d'itération et l'équipe améliore son processus et son procédé lors de ce qu'on appelle une rétrospective. Et parce que ce mode de fonctionnement est compliqué, il y a un acteur particulier qui s'appelle le Scrum Master, qui a pour charge et pour mission d'assurer que ce mode de fonctionnement est bien exécuté. Ça nous a permis de radicalement transformer notre façon de produire. On a pu inviter des gens qui ne venaient jamais voir ce que les techniciens faisaient. On a pu capter de nouvelles idées. Et moi, en tant que manager, ça m'a permis d'aborder une rupture que je n'avais pas du tout anticipée, une rupture managériale, celle de l'apprentissage de la délégation. Je me suis rendu compte que j'étais dans une modalité managériale descendante, c'est-à-dire moi je décide, moi je fais, et soudainement, je proposais une modalité managériale circulaire, où tout le monde est sur le même pied d'égalité. J'y ai vu un très grand intérêt, mais pour mes équipiers yéménites qui ont plutôt une histoire et une culture tribale, ils n'ont pas forcément accueilli cette délégation avec le même esprit positif que j'avais. La situation géopolitique se dégradant, je suis rentré en France. Et dans la nouvelle mission que j'ai acceptée, je me suis intéressé de plus près à cette notion d'agilité, à l'historique. Et je suis tombé sur un délivrable majeur de l'agilité qui s'appelle le Manifeste pour le développement agile de logiciels.
Vous avez donc compris que l'agilité, c'est d'abord une histoire d'informaticien, ce qui est d'ailleurs un de ses principaux défauts. Et si vous remplacez le terme logiciel par produit, ce manifeste agile, dès lors, peut s'adresser à n'importe quelle industrie. Ce manifeste nous propose un recueil de 4 valeurs et 12 principes qui forment un cadre. En substance, l'agilité, c'est une équipe qui va apprendre à livrer de la valeur à ses utilisateurs, qui va s'améliorer en continu, le plus simplement du monde. Et lorsqu'on expose ces sujets-là, lorsque j'en parle avec les équipes, elles se demandent bien où peut être la rupture, puisque finalement, ce n'est que du bon sens. Pourtant, le bon sens, cette rupture-là, elle est bel et bien devant nous. Si on regarde un petit peu plus près comment est-ce que nous organisons la façon dont nous produisons les services, les projets, les produits, on part d'une idée qui devrait se concrétiser. Et nous allons décomposer, bien souvent fractionner, les différentes étapes pour pouvoir aboutir à notre livrable final. Une pensée linéaire, séquentielle, procédé simple, facile à piloter, facile à organiser, qui souffre néanmoins d'un seul défaut, c'est le changement. Un environnement simple, c'est d'abord un environnement dans lequel je sais ce que je fais, je sais ce que je veux, je maîtrise mon besoin, je maîtrise la dimension métier, et je sais comment je vais le faire. Je maîtrise les aspects techniques. Dès lors, une pensée linéaire, simple, décomposée, va être tout à fait adaptée dans un environnement comme celui-ci, où je maîtrise tout. Si à l'inverse, je ne maîtrise pas vraiment ce que je veux faire, si je ne sais pas tout à fait ce que je veux, évoluer dans un environnement chaotique, les pensées linéaires vont mettre ces environnements-là sous tension. Heureusement ou malheureusement pour nous, le changement fait partie du quotidien et qui produit un certain nombre de variabilités qui nous amènent à envisager les choses plutôt de manière complexe. Et nous sommes de plus en plus face à ces environnements dits complexes. Et c'est bien à ça que répond cette agilité, c'est cette rupture, c'est de partir cette fois-ci toujours d'une idée, mais de travailler vers le besoin des utilisateurs, ce qui change radicalement la façon de penser. Et pour y parvenir, on va procéder par itération. À chaque itération, on va livrer un petit bout de produit que je vais montrer à mes utilisateurs. Ce petit bout de produit, en le livrant, eh bien, on va pouvoir me faire des retours dessus, ce qu'on va appeler des feedbacks. Certains seront positifs, d'autres négatifs. Et donc c'est bien le principe d'essai et d'erreur que je suis en train d'exposer. Plus j'échoue, plus je teste, plus j'augmente ma probabilité d'échouer, plus j'augmente ma probabilité d'erreur, plus j'augmente ma probabilité de réussir. Dès lors, ce principe itératif devient le moteur de l'apprentissage. Et au-delà du procédé, au-delà du processus, pour pouvoir acquérir les bénéfices de cette démarche-là, c'est avant tout au niveau de l'équipe que ça va se situer. Et c'est bien ça l'enjeu de la transformation de l'agilité, c'est d'amener des équipes à qui on va donner de nouvelles prérogatives pour qu'elles développent leurs performances. Elles vont être auto-organisées, autodéterminées. Bruce Tuckman, dans son modèle de formation des équipes, nous explique comment une équipe, quelles sont les phases qu'une équipe va suivre. On va d'abord former l'équipe. Cette phase de formation de l'équipe consiste à mettre des gens ensemble et ils vont être auto-centrés, d'abord penser à eux-mêmes. Ceux qui ont formé l'équipe vont s'attendre à ce qu'elle soit performante, la phase de performing, c'est-à-dire des gens alignés sur l'ensemble des objectifs et qui sait travailler de concert dans la performance. Évidemment, il y a des étapes intermédiaires. Après l'étape de forming, une équipe va certainement vivre une phase de storming de tension, où là, je vais prendre conscience de l'objectif collectif et des règles communes, des compromis que je vais devoir faire. Cette phase de conflit saine peut parfois amener à la destruction d'une équipe si elle est mal conduite. Lorsqu'individuellement, on accepte de faire des compromis, lorsqu'individuellement, on accepte l'écoute au sein de son équipe, on va pouvoir commencer à rentrer dans une phase de normalisation, une phase de norming. La normalisation permet de créer des règles d'équipe qui, pratiquées régulièrement, vont pouvoir nous permettre d'obtenir la phase de performing.
Stockman décrit une cinquième étape, ajourning, qui consiste en la destruction de l'équipe, la dissolution de l'équipe, notamment lorsque nous sommes en phase projet. Donner la responsabilité à une équipe, lui donner la possibilité de s'auto-déterminer, souvent, ça va être nouveau. Et une équipe évolue rarement en autarcie. Elle est toujours au contact d'autres acteurs. Dans les organisations, une équipe est souvent supervisée. Qu'est-ce que je deviens, moi, en tant que manager, face à une équipe qui s'autodétermine, qui définit son plan d'action, qui dit là où elle va aller? Quel est mon rôle? Et moi, dans les ressources humaines, ça veut dire quoi, avoir une équipe apprenante? Comment est-ce que je travaille avec ces nouveaux profils, ces nouveaux parcours d'évolution de compétences? On comprend dès lors que l'arrivée de l'agilité dans les organisations n'est plus simplement une histoire de processus, c'est plus qu'une rupture locale, c'est une rupture dite systémique. Et la transformation des systèmes, on sait aujourd'hui comment ça fonctionne. Virginia Satir, psychothérapeute américaine dans les années 70, a posé les bases des démarches d'accompagnement au changement. Comprendre un système, c'est déjà comprendre que tout système se trouve d'abord dans un statu quo. Il est bien, pas bien, c'est un niveau de performance. Ce statu quo va être perturbé par un événement externe, par exemple l'introduction de l'agilité. Et les systèmes vont réagir mécaniquement en résistant. On parle aussi d'homéostasie. C'est-à-dire la capacité d'un système qu'il va avoir à ne pas changer les conditions de son état, de son statu quo, pour obtenir un nouvel état de performance, un autre statu quo. Car chacun l'aura anticipé, l'ajout et l'introduction d'un phénomène externe va créer une perte de repère qui va nous amener dans un état, le plus bas étant la vallée du désespoir. Je sais ce que j'ai perdu, nous savons ce que nous avons perdu, mais nous n'avons pas encore reconstruit les étapes de cette nouvelle performance. Quand j'explique ces sujets et ces concepts dans les organisations, il peut y avoir un côté particulièrement vertigineux, individuellement et collectivement. C'est pour ça qu'aborder la notion d'agilité est associé à une rupture pédagogique. Une rupture pédagogique, c'est d'envisager qu'aujourd'hui, il n'y a plus simplement les approches descendantes. On peut faire beaucoup de choses pour que ces personnes qui constituent les systèmes se saisissent de ces sujets, qu'elles comprennent, qu'elles apprennent. On va utiliser énormément de jeux, de simulations. Utiliser des pédagogies visuelles, comme la facilitation graphique, ce que je suis en train de faire. Et d'utiliser des pédagogies verbales, par exemple inspirées du coaching, des pédagogies inversées, techniques de questionnement, pour que les individus se saisissent eux-mêmes de leur sujet et s'autodéterminent. Il est intéressant de voir que cette rupture pédagogique n'est pas seulement en marche dans les organisations, mais elle est également présente depuis quasiment une dizaine d'années dans toutes les écoles, quasiment dans tous les parcours universitaires. Et quand on sait combien il est difficile de faire évoluer les parcours universitaires, il est intéressant de se questionner pourquoi ce module d'agilité, aujourd'hui, est enseigné. Peut-être parce qu'il y avait un creux, peut-être parce qu'il y avait un trou à combler. Ce trou, c'est l'apprentissage du travailler ensemble, l'apprentissage du travail collectif. Le travail collectif, c'est d'abord respecter le bien-être, établir un cadre bienveillant pour soi et pour les autres. De ce cadre bienveillant, apprendre à développer de la valeur ensemble, tout en recherchant notre performance. Si vous voulez commencer votre chemin pour l'agilité, je vous propose 4 outils qui ne coûtent rien. La première chose, vous pouvez vous interroger sur la définition de terminer. Lorsque vous formulez un besoin, une exigence, comment apporterez-vous la preuve que ce que vous demandez sera bien terminé? Quels sont les tests que vous voudrez observer? Mettez en place un outil qu'on va appeler de management visuel, avec 3 colonnes. À faire, en cours et terminé. Dans chacune des colonnes, mettez autant de post-it qu'il faut,
qui vont représenter les tâches de votre équipe. Quotidiennement, vous verrez les progrès que vous faites et vous aurez une lecture systémique du travail de l'équipe. Tous les jours, faites une réunion de synchronisation de 15 minutes pour parler des travaux exécutés ensemble et à faire aujourd'hui. Et dernière pratique facile à mettre en place, démarrer les rétrospectives. Les rétrospectives, c'est faire l'analyse en 1 heure, toutes les semaines, tous les 15 jours, de ce qui va bien, de ce qui va moins bien, et des actions d'amélioration pour votre équipe. L'agilité, c'est tout ça. C'est une succession de ruptures qui, mises bout à bout, vont vous permettre de remettre votre équipe et votre organisation en mouvement. Je vous remercie.